Bienvenue. Eh ben, on est parti. On va lancer cette session, cet atelier sur comment tester son projet. Donc, bienvenue à toutes et à tous. On est 45 sur cet atelier, donc on est super content de vous accueillir. Donc, je vais vous partager notre petite slide tout de suite. Hop. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Oui. Ouais, super. Très bien. Donc, vous êtes là pour comment réaliser le premier test de son projet. Donc, vous êtes peut-être à différentes phases de votre projet. Peut-être que certains sont juste prêts à tester et n'attendent que ça de décoller, et certains viennent de commencer. Dans tous les cas, ça vous concerne et on va voir quels sont les points importants pour bien se lancer dans son projet. Donc, quels sont les objectifs de cet atelier? Alors, le premier, c'est de comprendre l'importance de tester son projet. C'est vraiment important en fait de très vite se dire voilà, on va passer à l'action, on va faire des choses concrètes et de pas patauger pendant parfois des mois, des années. Et certains projets attendent très longtemps avant de se tester. Et donc là, vraiment, l'objectif est de comprendre l'importance de tester son projet, et de le tester rapidement et de vraiment passer à des actions concrètes. Et ensuite, la raison pour laquelle on vous présente deux super intervenants aujourd'hui, c'est d'appréhender la phase de test avec toutes les clés pour réussir et donc avec les témoignages que vous allez obtenir aujourd'hui. Vous allez vraiment avoir toutes les clés pour passer à votre phase de test et faire quelque chose d'utile pour votre projet et pour vous. Donc, je vous présente nos deux intervenants, Durand et Durand. Donc, Alexandre Dallolouis et Maxime de Biodemain. On ne les a pas fait venir exprès pour leur nom de famille, mais plutôt pour leur expérience et leurs compétences, en tant notamment Calumni et Nactes. Et donc, je vais laisser Alexandre puis Maxime se présenter. Yes, merci de nous accueillir. En tout cas, bonjour à toutes et à tous. Moi, Alexandre, je suis le cofondateur d'Allo Louis. Donc, on connecte seniors et étudiants d'un même quartier pour des petits coups de main rémunérés à domicile. Ça va être par exemple de l'aide informatique, de la livraison de courses, changer des ampoules. Et l'idée, c'est d'apporter une solution de prévention à la perte d'autonomie qui met à profit la richesse du lien intergénérationnel. Et avant Allo Louis, j'ai cofondé Graps, qui était un service de lutte contre le gaspillage alimentaire, qui a accompagné une centaine de commerces en France et en Belgique donc sur la valorisation de leurs fruits et légumes sortis de rayon et qui a été racheté mars 2019 par la société Phoenix. Donc, je serais ravi de vous faire quelques retours sur cette phase de lancement si décisive. Bon, alors, j'enchaîne du coup. Salut tout le monde, moi c'est Maxime. Du coup, je suis un des deux cofondateurs de Biodemain. Moi, j'ai 23 ans, donc je ne suis pas beaucoup plus vieux que vous. Nous, on a cofondé Biodemain en sortant d'études. Donc, Biodemain, on est une marque équitable qui aide les agriculteurs à passer au bio. Donc, en fait, on accompagne les agriculteurs dans la difficile phase de conversion biologique. En fait, c'est les 2 à 3 ans de transition entre le non-bio et le bio, durant lesquels les agriculteurs cultivent déjà en bio avec toutes les contraintes que ça a, mais n'ont pas encore le label. Donc, en fait, ils ont toutes les contraintes du bio, mais aucun avantage. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est les valoriser sous la marque Biodemain, avec des produits pas encore bio, afin de les rémunérer équitablement pour leur travail de qualité, pour leur engagement. Et moi, juste avant Biodemain, donc j'ai fondé Cartent France, qui est la filiale France d'une start-up néerlandaise. On faisait des tentes en carton pour les festivals. Et du coup, j'ai redonné la filiale à la maison mère. Et juste après, donc, fondation de Biodemain en dernière année d'études. Voilà un petit peu pour ce que j'ai pu faire. Super, merci beaucoup. Justement, Maxime, on va commencer par parler de Biodemain et de l'entreprise que tu as fondée. Et je vais repartager mon écran parce que tu nous as fourni des super images en fait, de ta phase de test et de comment tu as démarré. Et c'est là qu'on voit, en fait, tu vas nous le dire beaucoup mieux, mais qu'on peut partir de loin d'une petite chose et d'arriver à quelque chose d'assez grand. Donc, je te laisse la parole pour décrire comment tu as commencé à tester ton projet et comment tu t'es lancé. Ouais, super photo. Du futur, nous, on a commencé au début vraiment du test, parce qu'on a commencé sur les marchés, nous, au départ. Donc, avec Biodemain. Donc, nous, on commercialise, vous l'avez compris, des produits en conversion. En fait, au départ, pour tester, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté des produits aux agriculteurs, mais pas brandés Biodemain, vraiment des produits bruts, qu'on allait sur les marchés. Donc, à côté des cours, on allait tous les week-ends, donc samedi et dimanche matin, lever à 5 heures pour aller sur les marchés avec Stéphane que vous voyez sur la photo de gauche, le plus à gauche, c'est Stéphane, donc mon associé.
Et donc, on allait sur les marchés comme ça, expliquer au consommateur ce qu'on faisait, lui faire comprendre que ces produits, c'était pas encore bio, mais que derrière, il y a un agriculteur qui s'engage et qui fait bien les choses. Et vous voyez, c'était un peu route ce départ, hein, avec un petit stand sur le marché, une petite bannière avec un super logo carotte. C'est comme ça qu'on a démarré. Ensuite, et on faisait ça donc, avec le Kangoo rouge qu'on piquait à l'oncle de Stéphane sur le côté, là, dans le garage de Stéphane, on stockait tous les produits. Donc, on a vraiment commencé un peu à l'arrache au début, en mode bricolage. C'était vraiment ça. C'était comment faire le moins cher possible pour tester et comprendre s'il y avait bien un attrait du consommateur pour nos produits et pour ce qu'on faisait. Et ensuite, rapidement, on s'est rendu compte que c'est pas comme ça qu'on allait changer le monde et c'est pas Maxime et Stéphane sur les marchés tous les week-ends qui allaient pouvoir aider des centaines d'agriculteurs à passer au bio. Et donc, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus. Et c'est là qu'on a lancé vraiment Bio Demain, la marque telle qu'elle est aujourd'hui, avec les premiers packaging que vous voyez en bas au milieu, dans l'idée de vraiment pouvoir tester à grande échelle en magasin et pouvoir ainsi accompagner plus d'agriculteurs grâce à plus de volume en fait, de produits. Et donc nous, là, c'était vraiment un test dans le garage, comme toute startup qui se respecte. Super. Alexandre, si tu veux, je te laisse aussi témoigner de quelles ont été vraiment tes premières actions quand tu as testé ton projet avant de prendre de l'ampleur. Ouais. Écoute, en ce qui concerne Allo Louis, en fait, nous, l'idée, Adrien, donc mon associé et moi, on s'est porté, en fait, on s'est rendu disponible auprès d'une quinzaine de seniors qu'on avait identifiés dans un premier temps pour proposer le service. Donc, en fait, on a transmis nos numéros de téléphone, on les a séparés en deux, on en prenait à peu près 7-8 par personne. Et on était comme ça, corvéable à merci, pendant plus d'un mois, où en fait, la consigne, c'était, on disait à ces seniors, écoutez, vous pouvez nous appeler dès que vous avez un besoin quelconque. Ça peut être sur la télé, ça peut être vous faire accompagner chez le médecin. On débarque et puis on vous aide à résoudre le problème. Et l'objectif de ça, c'était, on anticipait en fait avant de déléguer ça à des étudiants, savoir déjà qu'est-ce que c'était quoi les petits coups de main qu'on pouvait rendre à un senior autonome mais confronté à des petites difficultés. Et donc on a listé comme ça pendant un mois à peu près une centaine de besoins. On a identifié après des catégories qui nécessitaient en fait aucune expertise particulière, qui pouvaient être complètement prises en charge par un étudiant. Et ce test, il a été décisif. Il a permis aussi d'identifier combien de temps ça durait en moyenne, voilà, une intervention à l'OLOI, donc le champ d'action. Et ça a validé en fait justement que des étudiants ou en tout cas des personnes sans compétences particulières pouvaient avoir un impact significatif sur l'amélioration de la qualité de vie de ces seniors. Et donc, je dirais que sur un mois, ouais, on a fait peut-être une trentaine de visites chacun. Donc, ça allait du dépannage sur la télé à voilà, livrer des courses. Il y avait des ampoules à changer. Et en fait, ce qui a été cool, en tout cas, sur cette phase de test, c'est qu'au-delà de ce que nous, on voulait tester, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'autres choses qui apparaissaient, qu'on n'avait pas forcément identifié, des besoins annexes, en fait, qu'aujourd'hui on prend largement en considération et qui font partie justement de la valeur ajoutée d'Allo Louis. C'est notamment le travail d'identification de besoins qui ne sont pas remontés. En fait, on se déplace parfois pour voilà, un problème sur le téléphone et on se rend compte qu'en fait il y a un gros carton au plein milieu du salon qui n'a rien à faire là. Il est là, c'est juste comme ça et pourtant il gêne la personne. Donc on va proactivement en fait aider et ce travail justement d'identification de besoins de remontée, il est nécessaire. Et donc ça, aujourd'hui, on l'a intégré justement à l'offre. C'était quelque chose qu'on n'avait pas forcément anticipé. Oui. On a une question pour toi, Alexandre, dans le chat. Comment vous avez fait au tout début pour entrer en contact avec ces 15 seniors? Oui, c'est une très bonne question. C'est une très, très bonne question. C'est clair que la difficulté auquel on est encore confronté aujourd'hui, c'est justement aller trouver ces seniors qui sont éloignés du numérique, parfois même isolés socialement. Et le petit hack qu'on a trouvé, en fait, il y a une association dans Paris que peut-être certains Parisiens connaissent qui s'appelle Paris en compagnie, qui a été lancée, je crois, il y a 1 ou 2 ans et qui en fait permet de s'inscrire en tant que bénévole pour accompagner des seniors sur un trajet dans leur quotidien. Donc, ils vont faire appel au service pour soit aller se balader, soit se faire accompagner
je sais pas, chez le médecin. Et en fait, on s'est inscrit en tant que bénévole. On a réalisé des missions, on a rencontré ces seniors. Et ça nous a permis voilà, d'en identifier une quinzaine à qui on a proposé gratuitement le service et de dire écoutez, ce que je vous propose, c'est que là, voilà, vous aviez un besoin sur l'accompagnement en extérieur. Nous, on vous propose d'étendre cette prise en charge sur des besoins à domicile, par exemple. Si vous souhaitez, pendant un mois, voilà, je vous donne mon numéro de téléphone, vous m'appelez quand vous voulez. Et voilà comment on a fait. Ça a été assez rapide. En 2 semaines, on avait identifié une quinzaine de seniors comme ça. Super. Une autre question, plutôt destinée à vous deux, donc l'un ou l'autre. Pourriez-vous nous dire combien de temps entre la formalisation du projet et le passage à l'action pour le premier prototype? Tu veux répondre, Maxime? Vas-y. Nous, ça a été assez rapide parce que je pense que on a fini de formaliser le projet peut-être en novembre. En décembre, on trouvait nos premiers agriculteurs et en janvier, on faisait les premiers tests sur les marchés. Ouais, de notre côté, c'est ça. Nous, on a commencé fin août, mi-août, disons, vraiment avec des questionnaires quali, quand il y a à la fois à la destination des seniors, à la fois à destination des étudiants. Et c'est en octobre, donc 2 mois et demi après, qu'on a lancé le service en mode proto. Ok. Et combien avez-vous fait de prototypes avant de lancer votre structure telle qu'elle est là? En fait, je sais pas, mais nous, on a l'impression d'être tout le temps en proto, on est tout le temps en test and learn. Il y avait un gros proto pour vraiment valider l'attraction du service déjà, valider l'adéquation de l'offre qu'on avait imaginée avec la demande. Mais ensuite, il y a plein de protos dans le service lui-même. Ça va être pour affiner le prix, ça va être pour, je sais pas, tester un nouvel outil. On est tout le temps dans cette démarche-là. Donc aujourd'hui, là on est à un peu moins d'1 an après la création de la boîte, on continue à prototyper plein de trucs. Et je pense que j'espère même que dans 1 ou 2 ans, ce sera toujours le cas. Ouais, j'ai un peu le même témoignage, c'est que nous, on a fait un très gros test qui était donc les marchés, où il y a eu plein de mini-tests à l'intérieur. Ensuite, on a lancé en magasin, donc là, c'était encore une période de test. On a étendu différentes typologies de magasins à différents endroits en France et autres. Donc, on reste dans le test, même aujourd'hui, on est au niveau national. On a toujours. Chaque nouveau lancement est un test en soi parce qu'on apprend des choses, on prend des métriques, on mesure si on marche plus ou moins bien dans tel ou tel type de magasin, sur tel ou tel type de produit, pour tel ou tel type de rayon, etc. Donc, nous, en tout cas, on est toujours dans une démarche d'apprentissage continu et le test ne s'est jamais arrêté. Et dès qu'on lance un nouveau produit, on fait des tests. Dès qu'on a un nouveau service pour les agriculteurs, on fait des tests. Donc ça, nous, c'est pas arrêté en tout cas. Mais c'est de l'affinage, tu n'es pas censé continuer à essayer de valider l'attraction sur 4-5 protos en 6 mois. Non, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Non, c'est vrai qu'au fur et à mesure, tu as un peu l'entonnoir où tu valides les gros trucs au départ, puis petit à petit, tu ressentes. Et c'est vraiment comme ça que tu apprends rapidement. Super. Une question plutôt pour Alexandre. Pourquoi avoir revendu Graps? Ça c'est vraiment propre à, je pense, à la vision que j'ai de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, moi, je considère que, en tout cas, l'épanouissement que je trouve, que ce soit chez Allo Louis, chez Graps, c'est plus l'aventure entrepreneuriale à impact. Et je me considère plus comme acteur du changement que réel entrepreneur assigné à une thématique particulière. Et donc, la vision que j'ai de ces projets, en fait, c'est me dire que ma force sur le marché, c'est d'arriver à trouver des solutions à des problèmes. Et en fait, une solution, au bout de 2-3 ans, si tu as bien bossé, tu arrives sur une espèce de vitesse de croisière où finalement, l'objectif, c'est plus forcément d'innover, mais c'est de développer cette solution-là. Et ça, moi, ça me fait beaucoup moins kiffer. C'est en plus de ça, je pense là où j'ai le moins de valeur. Et la vision que j'ai, en fait, c'est des espèces de cycles comme ça de 3 ans à peu près, où au bout de 3 ans, je délègue en fait à un acteur qui va mieux opérer que moi, qui va continuer à avoir cet impact. Et moi, ma valeur, je la réintroduis au profit d'un autre enjeu de société. C'était principalement ça. Et puis bon, on va pas se mentir, il y avait aussi une belle opportunité
à 3 ans donc, sur Graps. Il faut savoir que le marché avait considérablement évolué, était devenu hyper mature sur voilà, la prise de conscience en fait, qu'il y avait à la fois les consommateurs et à la fois les distributeurs de la valeur des invendus. C'était plus bon à jeter. Cette notion d'économie circulaire qui était aussi bien comprise. Too Good To Go qui était en concurrence directe avec nous, en tout cas sur les fruits et légumes, qui venait de lever 6 millions. Il y avait un acteur suédois qui avait levé 12 pour justement s'implanter en France, en Allemagne, et Phoenix qui lançait ce service au même moment. On travaillait déjà ensemble. Ça s'est fait de manière hyper naturelle. Bah, du coup, on a hâte dans 2 ans de voir ce que tu vas relancer. Peut-être. Une autre question, comment vous avez lancé le prototype, notamment pour tout ce qui est ressources financières, humaines, peut-être aussi matérielles? L'un ou l'autre, si l'un ou l'autre. Vas-y, Maxime. Nous, c'était très simple. Un moyen financier, on a mis un capital de 400 € dans l'entreprise, qu'on a toujours d'ailleurs. Donc, ouais, 400 €, des économies d'étudiants, un peu moins de pain de bière cette année-là, mais on a pu lancer avec cet argent-là. Et moyen humain, on a bien bossé, mais on n'était qu'à 2, et depuis, il n'y a pas eu particulièrement de moyens humains. On faisait des très gros horaires, on bossait tous les week-ends, tous les soirs, le matin, on allait en cours et autres, mais on n'a pas eu besoin de plus de monde, à part Antoine, un de nos amis qui nous a un peu aidé. C'est lui qu'on voit sur la photo tout à l'heure. Mais ça arrête là. D'accord. Et ben, ouais, un peu pareil. Après, c'était aussi intimement lié à enfin, nous, à ce qu'on recherchait d'un projet entrepreneurial avec Adrien, c'est que on voulait pas partir justement sur un projet R&D avec des investissements hyper importants au début, avoir à attendre 1 an avant de sortir quelque chose. Il fallait que ça aille vite avec ce qu'on avait, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc ça aussi, ben, la limite, elle est imposée par votre service, par votre produit. Mais pareil, c'est ça, un capital de 1 000 € en l'occurrence, 500 € par associé. Et puis après, des petits apports, mais un projet qui coûte vraiment rien en fait, parce qu'on n'a que des outils no-code. Et nous, on connecte voilà, des seniors d'un côté avec des étudiants. Donc, on a un centre d'appel et du recrutement qu'on fait après principalement via les réseaux sociaux. Donc, très rapidement, avec pas grand-chose, il a été possible de mettre en place des premiers tests et un service qui tourne. Et après, sur toute la question des financements, il y en a quand même pas mal. On a cette chance en France de pouvoir assez rapidement aller déjà remporter des petits concours. Et puis, dès que la structure est créée, il y a des soutiens, que ce soit de la BPI, de réseaux de financement, qui, dès la première année, peuvent permettre de sortir quand même quelques dizaines de milliers d'euros en non dilutif. Et puis, il y a les prix coup de pouce de Enactus. Et bien évidemment. Qui peuvent aussi, si vous n'avez pas forcément la possibilité d'apporter votre capital, en fait, vous permettre de financer vos premières actions dès janvier. Ouais, et pour de vrai, c'était trop bien. Enfin, je sais que sur Graps, on en avait bénéficié et ça nous avait tellement aidé parce qu'on n'avait même pas de structure. C'était, je crois qu'on avait eu 2000 et ça nous avait trop aidé pour développer une première plateforme web sur laquelle déjà nos premiers commerces partenaires étaient visibles. C'était top. Ça nous a aidé de ouf. On avait aussi les coups de pouce. Nous, on avait pareil 2000 balles. Et ça nous a permis d'acheter donc les tables pour les marchés, le parasol, quelques produits en plus, faire des impressions un peu plus propres, notamment de bâches, etc. Et ouais, pareil. Merci beaucoup. C'est les partenaires. Une autre question, du coup, Maxime, qui est plus pour toi. Comment faire prendre conscience aux consommateurs qu'il faut mieux consommer? Une grande question. Clairement, c'est pas toi ou c'est pas moi, Simon, qui allons faire prendre conscience aux consommateurs. Hein. C'est vraiment un travail d'écosystème et c'est tous les acteurs qui, ensemble, peuvent faire prendre conscience de la problématique. C'est la sensibilisation qui est faite par tout l'écosystème, toutes les boîtes comme nous, par l'État aussi, qui a une politique quand même de sensibilisation. Mais c'est une prise de conscience globale que, en tant qu'acteur individuel, il est compliqué de faire prendre conscience. Je pense qu'il faut mieux plutôt t'adresser à une cible qui est consciente de la chose. En tout cas, c'est un produit à vendre. Arriver à trouver cette cible-là et peut-être y ramener aussi d'autres personnes que prendre le problème global à bras le corps et sensibiliser, en tout cas, à tout ça. Moi, je vois comme ça. Je sais pas si ça répond à la question.
Simon, tu Super. peux… Ah, bah oui. Merci. Ça a l'air de répondre en effet. Peut-être que c'est la chose sur laquelle vous pouvez témoigner et qui est aussi assez importante pour nos étudiants qui veulent du coup vérifier des hypothèses sur leur prototype, etc. C'est quels sont les indicateurs que vous avez suivis quand vous avez testé votre projet. En gros, quand vous l'avez testé, qu'est-ce que vous avez particulièrement observé pour savoir ce qui marchait pas et pour pouvoir ensuite le remettre en question sur vos problématiques précises à vous, par exemple. Bon, je Je vais laisse commencer, commencer. Maxime, si tu veux. Vas-y. Nous, c'était le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires qui a joué sur les marchés, savoir est-ce qu'on progressait, est-ce qu'on stagnait, qu'est-ce qui variait ou pas. Il y a eu une question du nombre d'agriculteurs qu'on accompagnait et comment on les accompagnait. Et il y a eu toute la partie vraiment, au fur et à mesure des tests, c'était l'image de marque. Est-ce qu'on est arrivé à faire de Biodemain quelque chose que le consommateur comprenait et qui l'intéressait ou pas? Est-ce que c'était, en gros, est-ce que on vendait parce qu'il y avait deux petits jeunes sympas sur le marché qui avaient des produits cool, ou est-ce que c'est parce que la conversion et Biodemain les intéressait? Et je pense que c'était ça surtout bon, en tout cas, les premiers tests, pour moi, c'est plutôt des grandes hypothèses assez qualitatives que des KPI à mesurer au jour le jour. En tout cas, moi, je le vois comme ça, c'est ouais, valider tes grosses hypothèses sur lesquelles tu te bases pour ton produit ou ton service. Et après, tu viens rentrer. Là, nous, on est dans la phase où on a X KPI qu'on mesure tous les mois. Et pour moi, aujourd'hui, c'est pertinent. Ça n'était pas forcément à l'époque que tu progressais au chiffre d'affaires. Mais je pense pas que ce soit important de s'attarder sur tous les chiffres, en tout cas au jour le jour à ce moment-là. Ouais, et puis bah non, franchement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le principal ouais, KPI qu'il faut suivre, qui valide en fait cette preuve de traction, vraiment, parce que c'est ça que tu cherches aussi à tester en proto, c'est ton CA, c'est à quel moment, enfin, oui, la réponse que va avoir ton bénéficiaire à ton produit. Donc ça, c'est bien évidemment hyper important. Et c'est aussi pour ça que c'est important de faire des protos payants. Moi, je trouve, en tout cas, parce que le prix, c'est une composante justement à tester dans le proto. Ça peut être un biais énorme de dire bah, trop bien, preuve de traction, traction validée, parce que en fait, tu as testé un produit gratuit qui est cool, que les gens étaient prêts à essayer, mais sans payer. Puis c'est important aussi de valider l'adéquation entre, notamment dans les projets impact, l'adéquation entre ta solution et le problème. Ça se trouve, les gens sont chauds pour acheter ton produit, ton service, mais en fait, tu te rends compte que réellement, ta solution ne répond pas tout à fait au problème. Je sais que ça c'est un truc une question qu'on s'était pas mal posée justement chez Graps. Notre objectif, c'était impacter durablement, durablement et positivement le gaspillage alimentaire en France, et donc le réduire. Et en fait, on avait un service qui était finalement une espèce de pansement qui, chez le distributeur, allait permettre d'écouler des stocks qui partaient à la poubelle, certes, mais on ne réglait pas du tout le problème en amont, en fait. On n'avait pas une solution qui permettait à la base de réduire le gaspillage alimentaire. Et tout ça, c'est un gros enjeu finalement de sensibilisation du consommateur, ce qui est en train de réaliser justement Too Good To Go. Et c'est là-dessus qu'ils sont ultra balèzes. C'est qu'ils ne se sont pas en fait limités à on accompagne les commerces dans la revente de leurs produits sortis de rayon. On va aussi sensibiliser le consommateur pour vraiment asseoir notre impact et dire voilà, le gaspillage alimentaire, c'est aussi dans nos habitudes de consommation. Ok. Et tu parlais notamment du fait de lancer son projet en mettant un prix sur ce qu'on propose, sur le service ou produit qu'on propose. Est-ce que tu pourrais dire aussi comment tu as fait pour mettre un prix sur le service que tu as proposé? Et peut-être que Maxime pourra témoigner aussi comment vous avez fait pour déterminer le prix de vente de ce que vous proposez. Bah, je suis un mauvais exemple justement parce que le proto d'Halloween, on l'a fait gratuit justement. Et c'est l'enseignement qu'on retient de ça. Donc,
on a été obligé rapidement de le faire payant, nous en l'occurrence, parce qu'on s'est rendu compte que cette notion de réciprocité dans le service, elle était hyper importante pour le senior. En fait, on repartait de ce coup de main, nous, Adrien et moi, on disait vous ne nous devez rien, on teste. Et on sentait qu'il y avait une gêne, clairement, parce qu'on s'était déplacé. Et ça fait appel en fait, à la notion de culpabilité chez les seniors, d'avoir à solliciter quelqu'un et en plus de se sentir un peu en retrait, assisté. Et donc, c'est hyper important de les inclure dans la solution. Et donc, le paiement, il n'est pas là juste pour rémunérer l'étudiant ou l'intervenant, il est aussi là pour inclure justement le senior dans la solution. Donc, le pricing, assez rapidement, il a fallu qu'on réfléchisse à ça. On l'a identifié à partir d'études de ce qui se faisait déjà. Hyper important de partir de l'existant. Franchement, aujourd'hui, il y a peu de solutions tellement innovantes qu'il n'y a pas de point de comparaison avec quelque chose qui existe déjà. Donc, ce n'est pas la peine de réinventer s'il y a déjà quelque chose qui existe. Donc, l'idée, ce n'est pas forcément de se calquer dessus, parce que la proposition de valeur n'est pas forcément la même, mais c'est en tout cas d'avoir une idée déjà d'un pricing. C'est interroger aussi, réaliser des questionnaires quali-quanti auprès de ses bénéficiaires pour définir un prix psychologique. Il y a des outils pour ça qui permettent de définir un prix max accepté, un prix minimum pour pas justement dévaluer la presta et un prix moyen. Et puis après, c'est de l'affinage de toute façon au cours du temps. Ok. Est-ce que Maxime, toi, il y a des choses qui ont été différentes pour toi, notamment le fait que ce soit vendre des produits concrètement? Est-ce que tu trouves qu'il y a eu des nuances à apporter là-dessus? Alors nous, on a commencé directement par un produit du coup qui était payant. On n'avait pas donné nos légumes sur le marché. Du coup, on a vite eu la question du pricing, comment se positionner. Donc, on a fait beaucoup de relever de prix, hein, comme Alexandre. Enfin, nous, on est sur des produits de base, donc tu as énormément de références. Il faut te placer dans le marché par rapport à ce qui se fait. Nous, on n'a pas fait la méthode habituelle de quels sont tes coûts, quelle marge tu veux prendre, au prix de vente où tu arrives. On a fait l'inverse. On est parti de comment se positionner sur le marché. Donc, on devait arriver à un prix entre le conventionnel et le bio. On s'est placé assez proche du bio pour pouvoir bien rémunérer de l'autre côté les agriculteurs. Et donc, on est parti de ça et on s'est dit comment on se positionne. Et derrière, nous, au départ, on a fait des tests au départ où on perdait de l'argent sur chaque produit parce qu'il y avait une question de volume. On savait que derrière, avec le volume, allait venir des optimisations de coûts qui allaient faire qu'on allait mieux gagner notre vie et arriver au taux de marge final qui nous intéressait. Mais au début, nous, on a fait des lancements. Ouais, on parlait de l'argent sur chaque produit. Début 2020, on gagnait un petit peu sur chaque produit. Maintenant, on commence à gagner correctement. C'est pas encore ça, mais petit à petit, en fait, on vient du coup augmenter le taux de marge. Et sur la partie vraiment pricing final, on teste et on affine. C'est-à-dire qu'il y a des magasins encore du côté de Lille où on a des prix qui sont plus chers que le bio parce qu'on a testé, d'autres magasins où c'est beaucoup moins cher parce qu'on voulait aussi tester. Et actuellement, même là, on a fait un grand lancement avec Naturalia. On s'aperçoit que notre prix de vente, finalement, on ne le contrôle pas toujours parce que c'est Naturalia qui va aussi décider quel taux de marge ils prennent sur nos produits et du coup décider de quel prix final arrive en magasin. Et donc là encore, pareil, c'est une espèce de test, c'est qu'on voit finalement, on ne contrôle pas si bien que ça notre prix de vente. Ça passe par les distributeurs. Donc maintenant, on sait qu'un prochain lancement qu'on va faire, on va mieux négocier la façon dont mettront nos produits en rayon, quel prix, etc. ils vont mettre. Donc ça reste en affinage constant, comme Alexandre le disait. Hein. C'est pas fini notre pricing. Et ça va évoluer encore dans le temps à quelques pourcentages près en termes de positionnement par produit. T'as pas ton micro, William. En effet, c'est mieux avec. Du coup, je disais aux étudiants, si vous avez des questions qui arrivent aussi, n'hésitez pas à les poser. On a encore 15 petites minutes ensemble. Justement, en parlant du loup. Elliot demande à Alexandre, justement, si tu as fait appel à quel acteur tu as fait appel pour ton projet. Est-ce que tu peux préciser quel type d'acteur? Genre des incubateurs, des financeurs, Tu peux ouvrir ton micro, Elliot, pour préciser, si tu le souhaites. Oui, bonjour. Salut. Salut. Des acteurs type santé ou acteurs d'aide à domicile ou autre, tout ce qui est ARS ou service d'accompagnement. Tu as un projet en lien avec le bien vivre, Oui, j'imagine? oui, on avait déjà échangé ensemble. Exact, oui, c'est vrai, je me rappelle.
Eh ben écoute, c'est hyper important, en tout cas, je trouve, sur ce marché particulièrement, de co-construire sa solution avec les acteurs locaux. Je pense notamment aux départements, aux communes. C'est eux qui vont permettre d'implanter durablement ton service. Et en fait, ce travail minutieux de s'implanter localement, il est nécessaire. Malheureusement, parce que du coup, ça devient une contrainte à la scalabilité du projet, c'est clair, mais c'est une obligation. Nous, on y allait vraiment un peu innocemment avec Adrien en se disant c'est bon, on n'a pas besoin de passer par tous ces acteurs, on va faire notre truc de notre côté avec un service B2B, B2C qui va assez plaire pour pouvoir scaler à l'échelle nationale. Et en fait, non, et le retour qu'on a de tous les acteurs du bien vieillir, c'est le même. Il faut être patient. Et en fait, tu as des très bons prescripteurs, tu as les maisons des aînés et des aidants notamment, qui sur chaque département vont centraliser l'info de tous les services qui existent et eux, avoir des appels entrants de plein de bénéficiaires qui cherchent des solutions et donc faire la redirection. Et ce qui est cool, c'est qu'eux, ils référencent à la fois des acteurs privés et des acteurs publics. Ce qui n'est pas le cas, tu vois, d'un département, par exemple, ou d'une commune qui ne va pas pouvoir mettre en avant une structure privée face à une asso, par exemple, une entreprise face à une asso. Donc, c'est un peu plus compliqué. Il y a des enjeux d'obtention d'agréments ESUS, notamment, qui te permettent de contourner ça. Mais globalement, je te conseille vraiment d'aller voir les maisons des aînés et des aidants pour commencer. Très bon prescripteur de ton service. Et après, c'est les actions sociales des grands groupes. C'est pas compliqué. Tu as les mutuelles, les caisses de retraite qui sont hyper sensibles en fait à ces enjeux de prévention à la perte d'autonomie, contre l'isolement social et qui sont hyper à l'écoute de ces petites structures innovantes qui vont faire pour elles en fait et à qui ils vont pouvoir sous-traiter cette innovation et cet impact. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, totalement, si. Merci. De rien. Maxime, j'avais une question pour toi. C'est demander en fait comment tu as fait pour entreprendre pendant tes études et surtout en fait quels conseils tu aurais à donner, quel feedback sur le fait d'avoir entrepris pendant tes études justement. Comment tu as fait pour concilier le temps d'études, le temps sur le terrain, sur ton projet, etc. Nous, on a beaucoup séché. On n'était pas beaucoup en cours la dernière année. Bon, c'est pas ce que je recommande, mais en tout cas, nous, on a fait ce choix-là de se dire que le lancement de Bio Demain prévalait sur les cours un peu pipeaux moins intéressants qu'on pouvait avoir. On a fait ce choix-là d'aller moins en cours sur certains modules qui ne nous intéressaient pas. Après, globalement, il n'y a pas de secret. Hein. Tes soirées, tes week-ends, si tu veux faire ton projet, tu peux leur dire adieu et il faut rentrer dedans, quoi. À un moment, c'est le temps de travail qui va aussi faire le succès ou non du projet. Et il faut se dire, voilà, les soirées étudiantes, tu vas en zapper un paquet. Tes week-ends, pépouses, tu peux les oublier. C'est vraiment ça qui va faire que tu vas vraiment avancer. En tout cas, moi, c'est ma vision de la chose. Et après, c'est une question aussi d'organisation, de se dire, par exemple, quelle est ta priorité? Est-ce que c'est effectivement d'être major de promo et d'avoir des super notes partout? Est-ce que c'est passer vite fait, mais avoir ta boîte qui démarre bien à côté, et du coup mettre tes priorités là où c'est important? Et par exemple, si y a une révision, c'est peut-être déjà la moyenne, globalement tu peux te taper un 5, c'est pas très grave parce que tu auras la moyenne sur le module et tu passeras quand même, est-ce que c'est important ou pas? Nous, on considère que non, donc on a souvent zappé des révisions et on passait tout juste, mais le fait est qu'on a pu lancer à côté bien demain. Voilà, question de priorité, d'organisation et beaucoup de boulot dans tous les cas derrière, parce que quels que soient les choix, faut se donner et il faut faire avancer. Ok. On va arriver sur bientôt la clôture de ce temps ensemble. Peut-être que… Ah, on a d'abord une question de Simon, justement. N'hésitez pas si vous avez quelques dernières questions. Simon demande quelle est votre vision pour l'avenir. Peut-être que Simon, tu peux préciser un petit peu ta question. C'est l'avenir avec un grand A, genre de manière générale, ou l'avenir de nos boîtes? N'hésite pas à prendre la parole. L'avenir à 3 ans pour votre boîte. Écoute, Simon, moi ce que je te disais,
C'est voilà, par rapport à la vision que j'ai de l'entrepreneuriat, moi je vois des cycles. Et d'ailleurs, c'est important d'aborder ce sujet de la vision quand on s'associe. Hyper important. Faut vraiment concevoir l'association comme une union sur le long terme, et autant comme dans un couple, bah, c'est important de savoir que les deux vont dans la même direction. Et ça, c'est des questions à poser très rapidement. Adrien et moi, on est assez alignés avec cette notion de cycle. Le fait que ouais, à 3-4 ans, ou en tout cas quand la boîte atteint sa vitesse de croisière, on puisse et ben, en fait, déléguer ça à un autre acteur qui continue à la faire grandir, et puis nous, bah, réinvestir notre énergie au profit d'un autre enjeu de société. En fait, nous, la vision qu'on a de la société de demain dans laquelle on aimerait vivre, c'est plus parler d'entrepreneuriat social, en fait. C'est qu'Enactus soit plus, par exemple, une structure qui accompagne des projets à impact, c'est qu'ils accompagnent des projets tout court, enfin ce qu'ils font en fait, mais que cette notion d'impact devienne une norme et qu'il y ait des Enactus partout et des entreprises à impact partout. Je pense qu'on a cette responsabilité en tant qu'entrepreneur aujourd'hui de pouvoir, on a cette capacité en tout cas, et du coup, qui devient une responsabilité, de pouvoir impacter positivement notre société, donc créer des boîtes qui, voilà, c'est ça, créer de la valeur pour notre économie, c'est trop bien, mais aussi pour notre société. Et nous, bah, voilà, la façon d'aller dans cette vision, la mission qu'on s'est donnée, c'est justement créer des boîtes à impact, mais successivement, pas forcément qu'une seule. Comme Alexandre, moi, effectivement, je pense pas créer qu'une seule boîte dans ma vie. J'aurais pas des cycles aussi courts, 3 ans, moi j'aime plus long quand même. Mais je pense effectivement un jour ou l'autre, bien demain, je sais que je suis pas un gestionnaire, je sais que c'est pas moi qui pourrais l'emmener au sommet. Et il y a un moment où je passerai la main à quelqu'un d'autre qui saura mieux le faire. Stéphane sait bien mieux le faire que moi, et je pense que Stéphane restera dans la boîte et continuera à porter la vision de ce qu'on fait aujourd'hui et porter les valeurs du projet qu'on a créé ensemble. Effectivement, moi, je vois bien refaire quelque chose plus tard. Moi, je pense rester par contre dans l'agriculture durable, parce que je pense que toutes les connaissances et expertises que j'ai pu avoir dans ce domaine-là a un intérêt d'être utilisé dans le même domaine. Et je pense que c'est un gros sujet et il y a besoin de beaucoup de boîtes sociales pour résoudre le souci. Donc, demain, c'est très bien, ça va porter ses fruits, en tout cas, j'espère. Et je pense qu'il y aura d'autres choses à créer. Et pour revenir avec vous sur Biodemain, notre vision de Biodemain, dans 3 ans, moi, j'espère bien qu'on sera une marque connue et reconnue et présente dans tous les magasins français pour accompagner la conversion biologique, qu'on n'accompagnera plus 30-40 agriculteurs comme aujourd'hui, mais qu'on sera sur 30 000, 40 000 agriculteurs en conversion ou autres qu'on aura accompagnés. Et qu'on sera plus uniquement au niveau français, mais là on commence à tester en Belgique. Je pense bien qu'on ira sur d'autres marchés, et je pense dans 3-4 ans, on sera sur plusieurs marchés européens avec des producteurs locaux pour les magasins locaux, hein, pas question de faire de l'import-export de la France, mais en tout cas accompagner localement la transition vers une agriculture plus durable. Et à ce moment-là, peut-être on le fera sûrement toujours vers le bio, parce que c'est pas prêt de s'arrêter, mais peut-être que demain on le fera aussi pour l'agroécologie, pour la permaculture, ou pour le label Déméter, en tout cas pour d'autres agricultures qui vont encore plus loin. Et je pense que notre vision, elle est vraiment d'accompagner l'agriculture durable, elle n'est pas d'accompagner le bio. Donc le bio est une forme d'agriculture durable aujourd'hui qui est top et qui avance dans le bon sens, mais ce n'est pas forcément la forme finale de l'agriculture durable. Et nous, on aura vocation par la suite à accompagner différemment et vers d'autres types d'agriculture. Ok, dernière question qu'on va prendre peut-être avant de finir. C'est la question de Marine qui te demandait, Maxime, quels acteurs tu as rencontrés dans le cadre de ton projet? Alors, c'est comme pour la question qu'il y a eu pour Alexandre tout à l'heure. Acteurs, il y a beaucoup de types d'acteurs. Du coup, Marine, si tu peux me préciser si c'est les acteurs métiers, les acteurs un peu plus incubateurs. Tu peux ouvrir ton micro, Marine, si tu veux préciser. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, nickel. Oui, parce que moi aussi j'ai un projet en fait en lien avec l'agriculture durable, et donc que ce soit les acteurs peut-être publics, mais aussi sur le territoire si vous avez rencontré même au niveau du privé d'autres marques, d'autres entreprises. Voilà. Ok. Nous, on a commencé du coup dans les Hauts-de-France. Moi, je t'es présent toi, mais nous, on a commencé près de Lille. Donc, on a surtout rencontré les acteurs locaux pour commencer. Bon, après, on est passé plus au niveau national, mais au tout début, on a rencontré tout ce qui est interprofessionnel de la bio. Enfin, c'était quand même assez centré bio. Donc, tous les interpros de la bio, les magasins locaux, les agriculteurs en eux-mêmes, les coopératives,
les organisations de producteurs, en fait, tout le monde agricole qu'on a rencontré, mais toute la filière, partant vraiment de la partie production à la partie transformation, à l'organisation de filière, jusqu'à la fin, donc vraiment la distribution. Les acteurs publics, il y a une partie qui est intéressante, une partie où ils ne sont pas forcément porteurs de solutions, quoi. Donc, il faut bien cibler les bonnes personnes. Je pense que les organismes semi-publics sont sûrement les mieux, comme par exemple les interpros de la bio, comme par exemple les groupements, ce qu'on appelle les GAB, comme BioRetrans qu'on a chez nous, qui eux sont semi-publics et du coup ils rentrent dans le dur, ils avancent bien, ou les chambres d'agriculture, vraiment ceux qui sont proches du terrain. Tout ce qui touche à la politique un peu plus haut, généralement, ce n'est pas forcément le plus pertinent pour des projets comme nous. Et après, globalement, c'est rencontrer tout l'écosystème, toute la filière et toute la chaîne de valeur. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, merci. Génial. Et ben, dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va clôturer cette session. Prendre une dernière recommandation peut-être de chacun de vous deux pour ces étudiants en fait, qui sont voilà, prêts à s'engager, à lancer leur action sur des tas de domaines très variés. Quel serait votre dernier mot pour clôturer en beauté cette séance? Ça, on a la pression. Du coup, pour revenir au test, parce qu'au final, c'était quand même le centre de l'intervention. Je pense que le test, c'est ce qui va vous amener au fur et à mesure à enclencher un premier pas, puis un deuxième, puis un troisième, et vraiment lancer l'aventure. Au final, quand tu commences quelque chose, ça enchaîne forcément sur une nouvelle action, sur quelque chose de nouveau qui va arriver et qui va t'entraîner en fait dans le flux continu et qui va vraiment te permettre de créer ton projet. Je pense que le pire truc qui peut arriver à des jeunes motivés qui ont envie de lancer leur projet, c'est de faire de la masturbation mentale et passer des heures à réfléchir à leur business plan, à le mettre par écrit, à faire des hypothèses de malades où ils gagnent des millions d'euros dans 3 ans, mais concrètement, ils n'ont pas réussi à faire une seule vente ou un seul truc concrètement. Et donc, à la place de passer du temps, ce que sûrement vos profs donc vous dire de faire des études de marché énormes, faire des PP énormes et compagnie, ça ne sert à rien au début. Prends ton produit, prends ton truc concret, fais quelque chose. Et c'est cette première action qui va enchaîner une deuxième action qui sera un peu plus précise, un peu plus concrète, qui ira plus dans le bon sens et qui enchaîne encore une troisième, une quatrième, etc. C'est comme ça que vraiment le projet va se lancer et va prendre vie. Et c'est vraiment pas en restant assis derrière le bureau que ça va bouger. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et donc, lancez-vous les gars, il n'y a rien à perdre, il y a tout à créer. Et dans tous les cas, c'est de l'apprentissage et c'est top et ça donne plein d'énergie. Donc, foncez. Ouais, en effet, meilleur conseil donné, c'est vrai. Et pour rebondir aussi, faites attention, ne vous satisfaites pas, bref. Forcément de tester aussi exclusivement auprès de vos proches, de votre famille. C'est vrai que par facilité, on a tendance à le faire. Ils vont avoir des retours très bienveillants. C'est pas forcément de bienveillance dont vous avez besoin. Ça peut être un peu dur au début ouais, de se confronter même parfois au rejet de votre produit, de votre solution, mais c'est les meilleurs enseignements que vous pourrez tirer plutôt que de vous lancer finalement sur une mauvaise piste. Donc, en effet, les conseils, c'est se lancer et tester aussi auprès des bonnes personnes, quitte à ce que ça fasse un peu mal. C'est vrai qu'au début, je trouve les protos sont assez violents et on a tendance comme ça du coup à procrastiner un petit peu ou à reporter à demain le lancement de son projet. Il faut juste y aller. Si je peux me permettre, un petit call to action pour la fin. On recrute stage et alternance. Je vais vous mettre ça dans le chat. Communication marketing, on a service client, on a BizDev aussi. Si jamais, voilà, il y a des étudiants intéressés pour janvier et bien évidemment pour rejoindre la communauté Allo Louis, je vous mets le petit lien d'émission partout en France, proche de chez vous, rémunéré donc 10 € de l'heure. C'est ici. Eh bien, n'hésitez pas. Maxime, est-ce que tu as aussi des offres? Pas encore. Nous, on vient de recruter, donc là on a 3 offres qui viennent de finir, mais on a pas mal de choses qui vont arriver pour mars-avril, donc n'hésitez pas à liker sur les réseaux, en tout cas ça passe par là. Et voilà, et si vous voulez parler de nous, c'est toujours avec plaisir. Super, merci. Eh ben, un grand merci Alexandre et Maxime pour vos retours qui sont des parcours super inspirants pour les étudiants qui montrent aussi qu'en faisant une Actus, en ayant certaines opportunités, on peut vraiment y arriver et faire des choses qui prennent de l'ampleur et qui ont un vrai potentiel. Donc, c'est super.
Très bien, maintenant on va se quitter en musique et je vais juste avant vous montrer les événements, les ateliers qu'il va y avoir en début d'après-midi à 14h30. Ils sont donc sur l'art du pitch, donc si vous voulez perfectionner votre maîtrise du pitch pour pitcher votre projet. Il y a aussi un atelier sur comment prototyper et automatiser votre projet grâce aux outils no-code dont parlait notamment Alexandre tout à l'heure, si je me souviens bien. Voilà, donc rendez-vous cet après-midi, continuez à avancer sur vos projets, c'est encore à peu près 24 heures pour faire ça. Et à très bientôt. Merci à vous, Karine et William, pour l'organisation. Et bravo, Maxime, à toi en tout cas, pour les avancées du projet que je suis de très près. Merci Alexandre, merci tout le monde.